Bonjour à tous, donc Patricia Dubois de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Je suis ravie d'être à vos côtés ce matin. Je coordonne le pôle territoire durable au sein de l'ADEME et je suis également référente sur les questions de climat et de santé environnementale. Donc là, l'objet de mon intervention, c'est effectivement de parler un petit peu plus particulièrement des liens entre santé et transition écologique et puis de vous montrer de manière concrète les travaux, les projets, la dynamique déjà engagée en Bourgogne-Franche-Comté pour que vous puissiez aussi avoir des ressources et des leviers sur lesquels vous appuyer dans le cadre de vos politiques et vos projets. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous rappeler que l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, hein, c'est un EPIC sous triple tutelle. Juste vous rappeler que l'ADEME a 30 ans, donc on est un organisme effectivement un peu historique sur les questions de transition écologique, sur les questions d'énergie, sur les questions d'économie circulaire. Et notre particularité, elle est double. On a un très fort ancrage territorial, juste pour vous rappeler que la moitié de l'effectif de l'ADEME se situe dans les directions régionales, et notamment la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté avec un site à Dijon et un site à Besançon. Et puis, une particularité forte, l'expertise et la capacité de travailler sur des approches transversales et intégrées sur diverses thématiques, comme vous le savez, sur les questions d'énergie, d'air, d'économie circulaire, la question des sols, etc. Les sujets sont très variés quand on parle de transition écologique et nos modalités d'intervention et nos modes d'action sont assez divers, hein. On va de la recherche, du développement, la production d'études jusqu'à l'accompagnement opérationnel des porteurs de projets voilà, pour la mise en œuvre de la trajectoire neutralité carbone dans les territoires, mais aussi auprès des entreprises et du grand public. Alors, une petite particularité, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'ADN de l'ADEME, sur la question de la santé environnementale. On a effectivement au siège de l'expertise qui porte ces sujets sur la santé environnementale depuis plusieurs années. Et en Bourgogne-Franche-Comté, au sein de l'ADEME, on a du temps agent dédié à cette question de la santé environnementale, ce qui est une petite spécificité par rapport à d'autres directions régionales. Donc, je tenais quand même à le souligner. On a cette historicité et cette antériorité sur cette question de l'ADN santé environnementale dans les politiques qu'on conduit et je vous expliquerai dans le cadre des différents travaux qu'on porte. Et plus spécifiquement, sur le pôle territoire durable que je coordonne, on a vocation, en tout cas, à faire émerger des politiques territoriales à travers différents dispositifs que vous portez, les plans climat, les CRTE, et de mieux intégrer cette question de climat au cœur des politiques territoriales des collectivités. Donc voilà, finalement, on boucle la boucle sur ce lien santé et territoire. Alors, je voulais revenir un petit peu plus particulièrement sur pourquoi travailler les synergies santé et transition écologique avec différents points, mais ils ont déjà été plutôt bien travaillés et bien développés par le HESP juste avant. Santé et bien-être, c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était quand même un sujet qui était plus mobilisateur que les questions de changement climatique. Alors bon, peut-être que l'actualité de 2022 et puis l'actualité 2023 inverse peut-être la tendance, mais c'est vrai qu'on avait, voilà, c'est peut-être une entrée, un driver qui est plus mobilisateur de parler de santé que de changement climatique, mais les deux vont de pair et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur ces deux entrées-là. Je tenais peut-être à souligner une notion qui a été évoquée tout au long de cette matinée, c'est la notion de co-bénéfice. On est bien sur les deux facettes d'une même pièce quand on parle de santé et de transition écologique. Alors avec peut-être deux exemples que vous connaissez tous, mais ça fait du bien des fois juste de, de le rappeler quand on parle de politique de végétalisation. Généralement, on a effectivement une entrée ou un vecteur qui est de comment je rafraîchis les villes, donc avec l'augmentation de la végétalisation en centre urbain, en cœur de ville. On sait que ça a des leviers en termes de co-bénéfices directs et ça a été prouvé scientifiquement sur la santé, sur la réduction effectivement du stress, des maladies, notamment des tensions artérielles, etc. Donc on voit bien effectivement le lien direct entre une politique de plantation et des co-bénéfices directs et prouvés sur la santé. Idem sur l'exemple de la mobilité douce, la politique vélo notamment, qui est développée dans de nombreuses collectivités pour justement travailler sur les mobilités actives, lutter contre la sédentarité. Et on sait que derrière, ça a un effet direct sur la réduction du bruit en ville et puis sur l'amélioration de la qualité de l'air notamment. Donc on voit bien que c'est, encore une fois, la notion de co-bénéfice est très forte et très intéressante. Et puis, troisième point, c'est voilà, la notion aussi des tensions qui peuvent émerger entre santé et transition écologique. On voit bien sur les enjeux d'étalement urbain
les problématiques d'urbanisation qui ont un impact direct sur le climat et les ressources, hein, sur l'augmentation de l'imperméabilisation qui finalement impacte le stockage carbone, qui augmente les émissions de gaz à effet de serre et qui impacte la diversité, de la biodiversité, les sols naturels, etc. Donc, on voit bien ce lien direct entre l'étalement urbain et aussi les impacts directs sur la santé avec l'impact sur la réduction effectivement des mobilités actives, hein, puisqu'on est sur des distances qui sont trop importantes à parcourir et puis des impacts aussi sur le lien social. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir aussi des tensions et des frictions. Et aussi, quand on parle de densité, hein, de redensification des centres-bourgs, comment placer, remettre au cœur les espaces verts dans des centres urbains qui sont de plus en plus denses. Donc voilà, on voit bien que cette problématique, elle est complexe et cette notion de co-bénéfice est importante. Juste pour vous donner peut-être quelques illustrations un peu plus chiffrées et plus tangibles, on a sorti une étude récemment, là, en 2021, qui a mis en évidence finalement les différents facteurs, les différents déterminants qui impactent la santé. Alors, ils sont divers, hein, vous les voyez représentés ici, l'impact de l'accès aux soins, donc les soins médicaux, l'impact de la génétique. Et puis, on voit qu'il y a quand même une part assez conséquente de l'impact de l'environnement, des modes de vie et des facteurs socio-économiques. 70% de ce qui impacte notre santé peut être influencé par les politiques d'aménagement. Donc là, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment par rapport au rôle des collectivités sur l'approche transversale que vous pouvez porter dans vos politiques publiques à travers vos espaces, vos politiques en termes de voirie, d'espaces verts, de gestion des bâtiments, d'urbanisme. On a vu le contrat local de santé. L'approche voilà, l'approche intégrée et l'approche transversale de toutes vos politiques, elles ont un impact considérable sur la santé et sur la promotion de l'urbanisme favorable à la santé. Et c'est pour ça, voilà, tout le sens aussi de le webinaire de ce matin. Alors, un petit visuel juste pour, je ne sais pas si c'est très, très lisible, hein, mais mettre en évidence quelques situations favorables à la santé. Alors, vous retrouvez là effectivement tout ce qui est promotion du végétal et de la nature en ville, hein, sur la promotion des îlots de fraîcheur urbain. Vous retrouvez aussi toutes les politiques de jardins partagés qui permettent aussi l'activité physique et le lien social des populations. On retrouve également toutes les politiques de mobilité active à travers les modes actifs, donc les déplacements à vélo, les pistes cyclables, la marche à pied, et puis en lien avec les politiques d'aménagement, hein, puisqu'il faut aussi avoir des outils d'accompagnement, notamment sur la fatigabilité de l'espace public, hein, travailler sur la mise en place de bancs, notamment pour les politiques de marche. Et puis, vous retrouvez également toutes les situations liées à la gestion du bâtiment, au design actif, qui peut être porté par les collectivités. Je pense notamment par exemple, sur la promotion ou le masquage volontaire des ascenseurs pour promouvoir l'utilisation des escaliers et du coup permettre aussi une approche un peu plus active dans les modalités de déplacement. Voilà, donc c'était juste une partie un petit peu plus introductive, voilà, sur les liens et les synergies, le co-bénéfice entre santé et transition écologique. Je voulais revenir du coup plus spécifiquement sur la dynamique santé environnementale et notamment les travaux qui sont conduits en Bourgogne-Franche-Comté à travers peut-être 4 éclairages spécifiques. Le premier, c'est l'éclairage sur l'urbanisme favorable à la santé. Alors, ça a été largement évoqué et très bien présenté sur les différents outils et ressources à votre disposition. Le guide Isadora étant un peu le socle sur cette question de l'aménagement favorable à la santé avec pas mal de méthodologies qui est sorti en 2020, donc assez récemment avec la crise sanitaire qui n'a pas forcément permis vraiment de déployer les différentes clés et de promouvoir à son juste niveau les recommandations de ce guide. Et puis un autre travail qu'on a produit côté ADEME sur justement une étude sur les idées préconçues sur la santé et l'aménagement durable qui permet en fait de capitaliser un petit peu mieux les liens entre santé et aménagement, les impacts de la crise sanitaire sur justement les politiques sanitaires et puis les tendances à venir. Donc ça, c'est pareil, c'est un guide qui est sorti fin 2021 qui est assez récent avec des recommandations assez intéressantes sur les clés de passage à l'action autour de l'urbanisme durable.
Donc ça, c'est plutôt des ressources au niveau national. En région, alors je ne vais pas revenir sur l'intervention de Bruno Maestri autour du PRSE 4, voilà, sur ce qui va être produit prochainement, mais juste pour vous dire que quand même dans le PRSE 4, il va y avoir une action dédiée sur l'accompagnement des porteurs de projets sur l'urbanisme favorable à la santé. On le voit bien, les recommandations, les guides pratiques sont utiles, mais s'ils ne sont pas accompagnés pour porter finalement ces messages et accompagner auprès des porteurs de projets, on voit que c'est compliqué à mettre en œuvre les différentes recommandations. Donc l'ADEME sera un des partenaires pilotes sur cette action de l'UFS. On est en train de travailler avec l'ARS et la région pour construire et formaliser cet accompagnement d'animation, de sensibilisation et d'outillage des porteurs de projets en région sur cette initiative de l'UFS. Deux autres outils qui existent en région, et c'est ça aussi qui fait l'ADN au niveau régional, c'est le portail régional de la santé environnementale, le portail I7, qui fait quand même figure de référence au niveau régional sur toute l'information sur la santé environnementale à disposition des élus, des collectivités, mais aussi du grand public. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque Alter viendra présenter plus précisément cet outil-là. Et l'Observatoire régional climat, air, énergie, l'ORECA, qui permet aussi d'avoir des données clés sur justement la qualité de l'air extérieur, la qualité de l'air intérieur, voilà, qui permet aussi d'avoir des données beaucoup plus précises sur le suivi au niveau régional de ces tendances. Deux autres initiatives, alors qui sont un peu plus éloignées, on va dire, mais quand même en lien avec l'UFS, c'est tout le travail, Bruno en a parlé tout à l'heure, autour des établissements de santé, l'opération Reset, donc réseau des établissements de santé en transition, dont la première journée régionale de lancement de l'événement a eu lieu il y a 2 jours, donc on est en plein de l'actualité. Juste pour vous rappeler quand même que c'est près de 15% des établissements de santé de la région qui sont embarqués dans le dispositif. Alors 15%, vous me direz, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est quand même plus de 100 établissements qui vont travailler sur des diagnostics, sur l'amélioration du travail sur la prise en compte de la santé, de la qualité de l'air, des enjeux de transition et aussi des enjeux de rafraîchissement, de gestion du bâti, qui vont être accompagnés par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté dans les prochains mois et prochaines années. Donc quand même un dispositif assez massif pour les établissements de santé, les EHPAD, etc. Donc voilà, le programme Reset qui a été évoqué. Et autre outil disponible, c'est la démarche Écrin. La démarche Écrin qui est un outil en fait une démarche qualité pour mieux intégrer la qualité de l'air intérieur dans l'acte de construire. Donc c'est tout un process d'accompagnement auprès des porteurs de projets, auprès des aménageurs pour mieux traiter cette question de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Donc voilà, des outils effectivement assez structurants et assez intéressants sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc ça, c'était le premier axe que je souhaitais développer. La deuxième dynamique, en tout cas le deuxième sujet sur lequel il y a quand même pas mal d'actualité, c'est la question du rafraîchissement urbain, plus globalement la question de la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, la semaine dernière est sorti le premier plan de gestion des vagues de chaleur au niveau national, donc on sent quand même qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte et un besoin aussi de passer à l'action pour travailler et essayer d'atténuer au maximum l'ampleur des impacts des îlots de chaleur et des canicules à venir qui vont se renforcer. Pour vous dire que l'ADEME, depuis plusieurs années, on essaye en tout cas de formaliser, d'apporter des retours d'expérience, de mettre en lumière des initiatives, des solutions pour rafraîchir les villes, pour valoriser la nature en ville, pour travailler sur la compréhension de la climatologie urbaine à l'échelle des collectivités, donc avec plusieurs guides qui sont sortis. Et je voulais vous faire part également de l'actualité qui est la première start-up d'État qui a été créée sur le sujet du rafraîchissement urbain. Alors, quand on parle de start-up d'État, je vous rassure, il s'agit juste d'une plateforme numérique qui permet de faciliter l'accès à l'information. Donc, cette plateforme, elle s'appelle Plus fraîche ma ville. Elle est opérationnelle depuis quelques semaines, donc je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme qui permet en fait, dans la navigation, d'accéder très facilement à tout l'enjeu
des politiques de rafraîchissement de lutte contre les îlots de chaleur urbains et d'accéder en fait à un parcours utilisateur qui vous permet d'identifier des solutions, des retours d'expérience, des témoignages, des illustrations sur différentes typologies d'espaces sur lesquels on peut travailler les notions de rafraîchissement. Donc, vous avez des retours d'expérience sur l'échelle d'une rue, d'une place, d'une cour d'école, à l'échelle des bâtiments, des parkings, et qui traitent différentes typologies de solutions qu'on a classifiées en quatre types, hein. Les solutions vertes, hein, qui tournent autour du végétal, des ouvrages paysagers. Les solutions bleues qui sont plutôt comment repositionner la place de l'eau en ville, qui permettent aussi de rafraîchir, donc la notion des cours d'eau, des réseaux d'eau, des brumisateurs, etc. Les solutions grises qui sont plutôt autour des revêtements et des matériaux, notamment les structures d'ombrage qui existent et qui ont été mises en œuvre, et les solutions douces qui sont plutôt toutes les solutions qui sont à votre disposition pour accompagner les changements de pratique, les changements de comportement. Donc, on retrouve dans ce parcours utilisateur, en fonction de la typologie des projets que vous avez apportés, finalement, toute cette ressource et ces guides à votre disposition. Et on est bien là pour accompagner l'aide à la décision, le passage à l'action et vous faciliter ce travail-là. Dans le cadre du lancement de cet outil, Plus fraîche ma ville, il va y avoir tout un travail de webinaire, de présentation nationale. Donc, je vous invite, le premier webinaire national aura lieu le 7 juillet prochain, de 9 h à 10 h. Il y aura des ateliers de travail entre différentes collectivités qui seront organisés justement pour croiser les problématiques que vous rencontrez sur le terrain et pour vous faciliter la mise en place de certaines opérations. Donc voilà, pour l'initiative nationale, Plus fraîche ma ville, retenez le nom de cet outil et puis les différents recueils qu'on a pu jusqu'à présent mettre à disposition au niveau des ressources. En région plus spécifiquement, je tenais quand même à souligner l'historicité, l'antériorité des travaux qu'on a pu mener sur la question des îlots de chaleur urbains, et notamment la première initiative qui a émergé dès 2013-2014 au sein de Dijon Métropole, où on a travaillé avec eux et avec l'Université de Bourgogne et le Centre de recherche en climatologie à travers le déploiement d'un réseau de mesures qui permet de caractériser et de mieux comprendre la climatologie urbaine au niveau de la métropole de Dijon. Donc, c'est une des collectivités qui dispose d'un des réseaux de mesures les plus denses en France. Je crois que Rennes aussi fait partie de ce top 3 des collectivités. On a à peu près 70 stations de mesure, des réseaux de mesure fixes, des réseaux de mesure mobiles qui permettent finalement d'avoir une connaissance et une analyse très fine de la température de l'air au niveau de Dijon Métropole. Alors, il y a d'autres méthodologies qui existent, hein, notamment sur les thermographies ou sur les températures de surface. Je crois que l'ODAB interviendra cet après-midi sur le travail fin qui a été réalisé au niveau de la ville de Besançon. Mais voilà, pour montrer aussi qu'il y a différentes méthodes qui permettent de mieux caractériser ce travail-là. Et donc là, vous avez l'illustration effectivement de l'interprétation de la canicule de 2018 sur Dijon Métropole, et on voit bien l'impact effectivement de la densification de certains du centre urbain, et puis l'impact aussi des zones d'activité économique, notamment autour de Chenôve, qui sont des points chauds au niveau de l'agglomération et donc qui permettent aussi d'illustrer, de mettre en lumière les zones prioritaires de traitement qui pourront faire l'objet derrière de dispositifs dédiés. Suite à ce programme qu'on a appelé Mustard Dijon, hein, voilà, en 2013-2014, on a souhaité en fait aller plus loin et capitaliser l'expérience de Dijon Métropole, et d'aller plus loin, c'est-à-dire essayer d'embarquer une dynamique régionale auprès de 6 agglomérations de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a en 2020 lancé le programme qui s'appelle Save IFU, donc, qui permet de travailler sur effectivement les îlots de fraîcheur urbains et de pouvoir embarquer donc 6 agglomérations. Donc, dans ce collectif, il y avait effectivement Nevers agglomération, le Grand Chalon, Pays-Montbéliard agglomération, Belfort, Dijon et Besançon. Donc, un réseau de collectivités qui ont bénéficié effectivement d'apports de connaissances sur des local climate zones qui permettent d'apporter des premiers niveaux d'information sur la climatologie urbaine sur ces six agglomérations. Et puis surtout, je pense que la plus-value du travail qui a été mené, c'est vraiment le croisement, les retours d'expérience, de partager les difficultés de terrain rencontrées par ces territoires
territoire, donc par les réseaux plan climat, les services urbanisme, les services espaces verts, pour justement essayer de voir comment aussi à l'échelle régionale phosphorer et travailler sur des politiques plus opérationnelles. Et en parallèle de ce réseau des 6 agglomérations qui a porté ses fruits et puis qu'il faudra qu'on poursuive dans la dynamique, plusieurs collectivités engagent aujourd'hui des stratégies territoriales de renaturation. Alors, la ville de Besançon, vous êtes plutôt bien placé sur cette question-là, hein, puisque vous portez, vous pilotez cette stratégie autour des cours d'école, autour des différents espaces publics, à travers le contrat local de santé. Donc, vous avez effectivement cette antériorité et cette maturité aussi sur ces questions-là, même si beaucoup de difficultés sont encore à lever. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres collectivités qui embarquent la dynamique, notamment le Grand Chalon qui va engager une étude sur le rafraîchissement urbain pour prioriser ses axes d'intervention sur les espaces publics et sur les voiries. Donc, c'est un travail qui va être engagé là, courant 2023 pour justement essayer d'optimiser les investissements à engager en termes de rafraîchissement, de renaturation et de désimperméabilisation de certains espaces. Et puis, vous vous informez également de l'initiative portée aussi par l'Agence d'urbanisme de Montbéliard, de l'ADU, qui vient de sortir un recueil sur les enjeux d'îlots de chaleur urbains, spécifiquement à l'échelle de Pays Montbéliard Agglomération, et qui va également par la suite travailler sur de la sensibilisation auprès des élus dans les communes pour essayer effectivement de faire comprendre que les enjeux de chaleur en ville ne sont pas simplement des problématiques urbaines, mais que les communes rurales peuvent être également concernées par le sujet. Donc voilà, donc ça c'était aussi pour vous présenter toute la dynamique en région sur les enjeux de rafraîchissement urbain, sur le fait qu'il y a une mise en mouvement, que voilà, il y a une dynamique de fond qui est en train d'émerger auprès des collectivités. Le troisième sujet que je souhaitais aborder, c'était plutôt la question de la mobilité. Le lien santé-mobilité est très lié par rapport à la lutte contre la sédentarité, le fait de remettre en mode actif effectivement les populations. Alors juste pour vous dire peut-être que l'année 2020 et la crise sanitaire a été un tournant aussi sur les enjeux de mobilité, hein, puisqu'il y a eu une baisse massive de la mobilité durant la crise sanitaire avec la généralisation du télétravail, moins 65% de la mobilité durant la crise, et un report du coup sur les modes actifs, hein, puisqu'on a pu observer une augmentation de 27% des comportements en termes de déplacements habituels, avec un report sur les marches, les déplacements à pied, et puis un report sur les vélos. Souvenez-vous, à l'époque, on parlait de Corona-pistes, qui étaient de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire des pistes qui avaient été créées spécifiquement et qui, pour certaines, ont été reconduites. Alors en région Bourgogne-Franche-Comté, sur la mobilité, pareil, on a une action assez active sur comment promouvoir les modes actifs en région, avec tout un écosystème de partenaires qui sont structurés autour de la cellule France Mobilité. Alors juste, je les cite, hein, dans cette cellule France Mobilité, vous allez retrouver l'ADEME, la région, l'ADREAL, la Banque des Territoires et le CEREMA, qui sont là pour coordonner toute la dynamique mobilité, promotion effectivement d'initiatives d'expérimentation en région. Et je voulais peut-être souligner 3 dispositifs qui existent aujourd'hui pour justement développer des stratégies de mode actif, notamment toute la politique autour du vélo dans le cadre du plan vélo national, hein. Comment développer des politiques cyclables au niveau des collectivités et augmenter cette part modale vélo, l'objectif national étant de l'augmenter à 9% d'ici 2024, hein. 2024, c'est l'année prochaine, donc il y a quand même un enjeu d'accélérer, de massifier tant les politiques de planification, mais aussi tous les changements de pratique, l'accompagnement à la mise en selle, des expérimentations de terrain. Et dans le cadre des appels à projets à vélo, on a eu une trentaine de collectivités en Bourgogne-Franche-Comté qui ont travaillé sur ces sujets, travaillé sur des stratégies, effectivement des schémas cyclables, des expérimentations, de l'accompagnement avec des associations pour faire de la réparation de vélos, enfin voilà, tout l'écosystème autour du vélo qui est lancé. Et puis je vous annonce ce matin qu'il va certainement y avoir un Avélo 3 l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir en tête aussi cette perspective pour renforcer, amplifier la dynamique qu'il peut y avoir sur Grand Besançon Métropole et sur la ville de Besançon. Vous dire aussi que
On lance cette année pour la première fois au niveau de l'ADEME un appel à projet sur la marche à pied, la marche au quotidien. Donc ça, c'est aussi une actualité justement pour impulser la mobilité piétonne. Donc cet appel à projet, il est toujours ouvert. Je crois qu'il se termine d'ici fin juin. Donc voilà, donc c'est un premier appel à projet national pour encourager, accompagner et diffuser les bonnes pratiques sur la marche à pied. Et sur la mobilité, le dernier point, c'est un peu le travail aussi autour des entreprises, tout le travail autour du challenge régional de la mobilité. On engage cette année la 3e édition du challenge. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette initiative régionale, puisque Grand Besançon Métropole, je crois, est dans le top 1 des entreprises mobilisées dans le challenge régional de la mobilité. L'objectif, c'est d'expérimenter, de donner envie aux salariés, dans le cadre des déplacements domicile-travail, de changer les pratiques de déplacement et notamment de tester de nouvelles solutions de mobilité, et notamment les mobilités actives à travers des prêts de vélo, le travail effectivement sur du covoiturage, etc. Donc, c'est aussi un vecteur intéressant derrière pour toucher les salariés des entreprises et puis toucher du coup les habitants de votre territoire. Donc, je vous incite, mais je sais que GBM sera au rendez-vous de cette 3e édition pour amplifier la dynamique et faire en sorte que ce ne soit pas une semaine d'expérimentation, mais que derrière, on arrive à ancrer les changements de pratique en termes de déplacement de manière plus forte. Voilà sur la partie mobilité. Je termine le dernier point parce que je sais que le Oui, timing est serré. effectivement, j'allais intervenir parce que c'est vrai que le temps avance et si on veut avoir le temps peut-être d'échanger rapidement, Ouais. mais Le je te dernier laisse point, finir. Merci. le dernier point et pas des moindres, c'était aussi tous les problématiques de changement climatique au sens plus global. Vous faire part qu'on a souhaité au niveau région Bourgogne-Franche-Comté fédérer différents acteurs régionaux. Donc vous les retrouvez là, effectivement, les 8 copilotes régionaux, l'ADEME, la région, la DRAF, l'ADREAL, les 3 agences de l'eau, l'Office français de la biodiversité et l'ARS. Essayer de se fédérer dans le cadre d'un groupe régional adaptation au changement climatique, ce qu'on appelle le GRAC, pour effectivement trouver des solutions en matière d'adaptation au changement climatique. Alors, on parle de santé, mais pas uniquement de santé. On parle également d'agriculture, on parle d'eau, on parle de biodiversité, on parle de tourisme. On a d'ailleurs fait hier un webinaire sur l'impact du changement climatique sur le tourisme en région, avec l'intervention de VNF sur les problématiques effectivement de baisse de débit d'étiage sur les canaux et des problématiques effectivement d'impact sur le tourisme fluvial, qui était passionnant. Donc, je vous inviterai à regarder toutes les ressources. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Alter aura l'occasion de repréciser ces points. Mais pour vous dire qu'il y a cette initiative assez collective et mobilisatrice autour du GRAC qui est portée à l'échelle de la région. Voilà, pour terminer, donc moi, s'il y a 3 points à retenir, c'est vraiment la question des co-bénéfices entre la santé et la transition écologique que je voulais quand même repositionner là très fortement. Vous dire que l'ADEME en Bourgogne-Franche-Comté est très mobilisée sur ces sujets et du coup, on est à vos côtés pour vous accompagner, pour amplifier la dynamique et puis on espère que l'UFS sera effectivement un axe de travail prioritaire.